Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'opposition crie au scandale après l'affectation de certains agents de l'ECAM dans des circonscriptions électorales où des soupçons de conflit d'intérêts ont été révélés avec des potentiels candidats du RDPC aux prochaines échéances électorales. S'agit-il des manœuvres de favoritisme? Comment de telles affectations ont pu être effectuées au sein de l'ECAM? Quelle est la réaction de l'instance électorale? C'est l'enquête du 20h à suivre dans ce journal. La nomination d'un nouveau président à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique et sportif du Cameroun suscite de vives réactions dans les milieux du football. Certains y voient une manœuvre du colonel Ahmad Kalkaba Malboum pour protéger certains membres de la FECAFOOT. D'autres saluent le retour à l'orthodoxie. Des réactions croisées à suivre dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce scandale écologique qui continue de défrayer la chronique dans la capitale économique du Cameroun, des déchets industriels déversés dans la nature et qui perturbent le quotidien des populations. Une usine où il y a une manipulation dangereuse des produits pétroliers, usine installée en plein cœur d'une cité résidentielle dans le 4e arrondissement de Douala, malgré les plaintes des populations, malgré les risques élevés d'explosion. 4e arrondissement de Douala, malgré les plaintes des populations, malgré les risques élevés d'explosion, ces pratiques se poursuivent à ciel ouvert sous le regard silencieux des autorités locales. Reportage Warren Zede et Julienne Berthe-Bissaille. Sodico, en plein cœur de Bonaberry, n'est désormais que l'ombre de lui-même. Ce quartier résidentiel, jadis paisible pour ses populations, est aujourd'hui sous l'ombre d'une menace. Il se passe que depuis pas mal d'années, nous vivons avec un entrepôt de stockage de produits pétroliers aux alentours de nos maisons. Et nous constatons qu'il y a des camions-citernes qui entrent au quartier, de jour comme de nuit, pour venir s'y approvisionner. Donc c'est tout à fait évident que nous sommes en danger parce que si jamais il y a un incident ou un accident dans cet entrepôt, nous n'imaginons pas ce qui pourrait se produire, surtout qu'il s'agit d'un liquide inflammable, le pétrole. À l'intérieur de cette usine d'un autre genre, l'on peut voir des cuves contenant le liquide inflammable, une cheminée par laquelle s'échappent les odeurs nauséabondes, des citernes rattrapées par l'usure du temps et des employés qui se livrent à la tâche. Selon les riverains, cet entrepôt à la légalité douteuse rejette des effluves nocives. Depuis plusieurs années, on vit vraiment dans un calvaire terrible. Ces odeurs-là, ça devient impossible. Ça rentre dans nos maisons, dans nos jardins, dehors, on ne peut plus s'asseoir dehors. Donc nous autres, on est toujours malades, on se demande si ce n'est pas à cause de tous ces odeurs d'acide-là. Tout est réuni pour nuire à la santé. Ma maman, elle a attrapé une bronchite, elle se retrouve actuellement à l'hôpital. Moi, deux fois la nuit, il m'arrive d'avoir envie de vomir à cause de ces odeurs-là. Chaque jour, des camions viennent ici. Il m'arrive d'avoir envie de vomir à cause de ces odeurs-là. Chaque jour, des camions viennent ici s'y approvisionner sans être inquiétés. Depuis environ 2 mois, à ma connaissance, ils viennent à 20h, ils sont là, ils entrent à 19h, même pas plus tard que samedi. J'ai vu un des camions citernes sortir, entrer du quartier et ressortir aux environs de 21h. Hier, il y en avait à 14h. Aujourd'hui, présentement, vous pouvez aller à côté pas loin de l'entrepôt, vous les verrez. Donc, actuellement, ils y entrent le matin, la nuit, à des heures normales. Conscientes des risques de cette activité qu'elles qualifient d'illégale, les populations de Sodico disent avoir interpellé plusieurs fois les autorités compétentes. Ces tentatives sont restées lettres mortes. Nous avons essayé en tant que citoyens conscients d'interpeller les autorités à ce sujet. Nous avons
fait une première pétition avec quelques familles que nous avons déposées chez le gouverneur, chez le préfet, au ministère de l'Environnement et même chez le sous-préfet. Nous avons attendu rien du tout. Donc voilà, nous pensons qu'il y a lieu de se bouger pour que cette situation soit réglée à l'immédiat. Face à ce mutisme, elles craignent le pire. On a un trafic de pétrole en pleine zone résidentielle. Et c'est très grave. N'oublions pas que la paix sociale est en danger dans notre quartier. On a eu un premier SAM et il y aura un deuxième SAM si on laisse les choses traîner. On a un trafic de pétrole en pleine zone résidentielle. Et c'est très grave. N'oublions pas que la paix sociale est en danger dans notre quartier. Cette pollution risque d'impacter sur la santé. Et en danger dans notre quartier. Cette pollution risque d'impacter sur la santé des populations et l'environnement. Vous avez eu du mal à respirer dans la cité capitale, la faute aux odeurs nauséabondes qui se dégageaient des montagnes d'ordures ménagères. Durant des semaines, voire des mois, il n'y avait aucune action de ramassage et de collecte de ces déchets. Aujourd'hui, on est fixé sur les raisons de l'interruption de ces opérations de salubrité. Le gouvernement n'avait pas encore réglé la dette due à l'entreprise d'hygiène et de salubrité. Une partie de la dose vient d'être réglée. Du coup, Yaoundé a renoué avec la propreté. C'est le constat que font Élisée Bogba et Marcelin Gansop dans ce reportage. C'était il y a encore quelques jours. Des tas d'immondices dictaient leur loi au centre-ville et dans quasiment tous les quartiers de la capitale. Aujourd'hui, ce spectacle désolant a cédé la place à un regain de salubrité. Ici, au lieu dit Biemasilac, devenu tristement célèbre ces derniers mois, les montagnes d'ordures qui étaient allées jusqu'à couper la chaussée en deux ont disparu. Les populations poussent un ouf de soulagement. Oh, yo, malade, oh, papa, malade. Malade, je vous dis, les mouches, les moustiques. Je dis que les ordures étaient ici, du passé, on ne voyait pas ta tête. C'est ici, là. On a mis le feu. Je suis allé chez les sapeurs-pompiers. J'ai supplié, ils sont venus éteindre le feu parce que le feu allait prendre la maison. Ça allait prendre haute tension avec les roues. Il en est de Biemasilac, comme des marchés Mendon et Toudi, ainsi que des principales rues et des quartiers de la capitale, visités ce jeudi. Yaoundé revit grâce au redéploiement de la société Isakam, dont l'État a réglé à hauteur de 6 milliards une partie de sa dette, estimée à 13 milliards de francs CFA. Pour une partie du paiement qui nous a permis de payer nos fournisseurs, qui nous a permis de dédouaner du matériel qui était bloqué depuis longtemps au port, les fournisseurs, qui nous a permis de dédouaner du matériel qui était bloqué depuis longtemps au port, les pieds détachés, et ça a eu pour conséquence d'améliorer la disponibilité de nos camions. Et vous avez constaté, comme tous ceux qui aujourd'hui font ce tour, que la ville de Yaoundé a repris les couleurs. Donc nous sommes disposés à travailler à mesure que toutes les parties jouent pleinement leur rôle. Et donc si tout est mis en place, il n'y a pas de raison que la ville retombe dans les travers. Le tour de ville a permis au ministre de l'Habitat et du Développement urbain qu'accompagner la secrétaire d'État et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé de s'assurer que le ramassage des ordures est effectif et que Yaoundé, ville poubelle, redevient peu à peu Yaoundé la belle. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est prescrit au gouvernement, conduit par le Premier ministre, d'élucider ce problème et de trouver des solutions. Et nous avons commencé des réunions sous la coordination du Premier ministre et nous avons été instruits avec le ministre des Finances de trouver les voies et moyens pour résorber ce problème de propriété dans cette ville. Nous avons fait le tour avec vous et nous avons constaté qu'il y a un embelli. Il y a encore quelques poches, nous les avons vues et le délégué du gouvernement en liaison donc avec Isakam trouvera des solutions pour résoudre ce problème de bac à ordures, un peu également de problème de site où il y a également
des aménagements à faire. Les populations espèrent qu'avec cette reprise en main de la situation, rien ne sera plus comme avant et que l'image des rues jonchées d'ordures va désormais relever du passé. Une des solutions envisagées par le gouvernement c'est l'ouverture à la concurrence de cette activité de collecte et de traitement des ordures ménagères. Cependant, la matérialisation de cette économie circulaire est encore floue. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain préfère inviter les populations à faire preuve de civisme dans la gestion des ordures ménagères. Reportage, Élisée Borba et Marcelin Gansop. Cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute. La concurrence va bientôt arbitrer les prestations dans le secteur ô combien sensible de la collecte, du ramassage et du traitement des ordures ménagères. C'est d'actualité. Ça ne peut souffrir d'aucun point d'ombre. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le délégué du gouvernement a déjà préparé des dossiers d'appel d'offres dans ce sens. Le ministre des Marchés publics est en train de prendre des dispositions. Mais l'appel à la concurrence ne veut pas dire qu'on ferme, n'est-ce pas, la concurrence à celle qui est déjà là. Au contraire, nous pensons que Isakam, qui est déjà installé, devrait prendre des dispositions. Et c'est même une bonne chose, parce que l'appel à la concurrence demande de se remettre en cause. En attendant que d'autres entreprises se jettent à l'eau pour le bonheur des populations, ces dernières sont appelées à jouer leur partition, afin que les efforts qui sont faits en ce moment ne restent pas vains. Il s'agit pour tous de s'inscrire à l'école du civisme, où le désordre n'a pas sa place. Il faut qu'on essaye de comprendre qu'il faille jeter les ordures là où c'est prévu. Nous avons vu également au niveau des marchés où il y a encore un peu de désordre. Les prescriptions ont été données. Je pense que dans les semaines à venir, les jours à venir, on trouvera des solutions. C'est-à-dire que les bacs à ordures que nous mettons en route, que ce soit les bacs en plastique ou que ce soit les bacs métalliques, c'est un mobilier urbain. Et en route, que ce soit les bacs en plastique ou que ce soit les bacs métalliques, c'est un mobilier urbain. Et il n'est pas bien que ce mobilier soit vandalisé. Vous avez constaté vous-même que certains de ces bacs étaient en feu. Quand ils sont en feu, c'est une perte, déjà pour le niveau de propriété de la ville. Maintenant, je crois que c'est pour les inviter à un peu plus de civisme, qui versent les ordures dans les bacs. Les camions sont disponibles pour pouvoir les collecter et ça aidera à ce que la ville soit maintenue dans un état de propriété permanent. Des efforts sont également attendus de la part des pouvoirs publics en termes d'aménagement et de multiplication des bacs à ordures, ainsi que d'autres facilités. Il ne faut pas seulement attendre quand la concurrence est là pour dire que maintenant on va faire ceci, cela, et la ville sera propre. Si les mêmes problèmes qui ont été à l'origine des problèmes des ACAM sont là, les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'espère qu'on se comprend. La salubrité est une affaire de tous. L'État au premier chef, mais les populations aussi. Je vous le disais en titre, l'opposition crie au scandale après l'affectation de certains agents de l'ECAM dans des circonscriptions électorales où des soupçons de conflit d'intérêts viennent d'être révélés avec des potentiels candidats du parti au pouvoir aux prochaines échéances électorales. S'agit-il d'une simple coïncidence ou des manœuvres de favoritisme? Comment de telles affectations ont pu être effectuées au sein de l'ECAM? Cela pourrait-il entamer le processus électoral et la transparence dans l'enregistrement des électeurs et la distribution des cartes et l'organisation des prochaines échéances électorales? Élément de réponse dans cette enquête signée Mitterrandam et Kedjara. C'est dans ce courrier datant du 16 janvier 2018 et adressé au délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral que Carlos Ngoualem, adjoint au maire de la régionale d'Elections Cameroun pour le littoral que Carlos Ngoualem, adjoint au maire de la commune électorale de Douala 5, dénonce ce qu'il considère comme un risque de partialité grave de Dame Feu Guang, Nendoufon Solange, élément de l'ECAM qui exerce désormais au sein de l'antenne communale de Douala 5, la même que son époux politicien. A été affectée à l'antenne communale de Douala 5e où elle est en charge des inscriptions sur les listes électorales. Et au moment où
nous abordons le démarrage des inscriptions sur les listes électorales avec la distribution des cartes d'électeurs et dans la perspective des consultations électorales qui sont prévues en 2018, nous avons jugé cette affectation scandaleuse. En effet, la concernée n'est nulle autre que l'épouse de Fegouan Richard, le président de la session RDPC Vouri 5 et par ailleurs ancien, mais certainement nouveau candidat aux échéances de 2018. Ce qui pourrait, à en croire Carlos Ngoualem, amener tout observateur à douter de la neutralité de cette dernière dans l'exercice quotidien de ses tâches. Je ne comprends pas comment l'épouse d'un président de section RDPC, ancien candidat de ce parti aux élections législatives à Vouri-Est et potentiellement candidat aux prochaines élections, est affecté dans une institution qui est en charge des inscriptions, qui est en charge de la distribution des cartes et qui va organiser les élections dans les semaines et les mois à venir. Donc, nous estimons que c'est une provocation, c'est une situation qui est inacceptable. Il demande donc à ce que Dame Fegouan soit mutée en dehors de cette circonscription. Nous avons adressé une correspondance au délégué régional de l'ECAM pour le littoral, qui est d'ailleurs en charge du redéploiement du personnel dans les différentes antennes, à l'effet de demander que cette femme soit affectée dans une autre antenne. Il n'est pas possible. Antenne, à l'effet de demander que cette femme soit affectée dans une autre antenne. Il n'est pas possible qu'elle exerce ses activités à l'ECAM à Douala 5e et à Douala 3, parce que ces deux circonscriptions électorales constituent le Vouri-Est, circonscription législative dans laquelle son mari est régulièrement candidat. Pour lui, cette affectation est symptomatique de l'absence de neutralité de l'institution en charge des élections au Cameroun. Voilà des situations comme ça qui montrent que l'institution en charge d'organiser les élections dans notre pays n'est pas crédible. Et c'est pour ça que depuis des années, le SDF s'est toujours battu pour la mise en place d'une commission nationale électorale indépendante paritaire. Parce que on a misé sur la neutralité, mais on s'est rendu compte que les pontes du régime ont envoyé leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs beaux-frères, leurs belles-sœurs dans toutes les antennes de l'ECAM. À Elections Cameroun, branche de Douala 5, dans laquelle nous étions, aucune trace de la concernée, certainement sur le terrain, au moment de notre descente. Nous nous sommes alors rendus à la délégation régionale d'Elections Cameroun pour avoir des précisions du top management pour le littoral. En off, Emmanuel Kouadika nous fera comprendre que le dossier est bien connu de ses services et subit un sérieux traitement en interne. Même si pour lui, l'affectation de Dame Fegouan à Vouri 5 s'est faite sur la base de sa connaissance de ce terrain. Et en tant que personnel d'appui, il nous apporte la précision selon laquelle elle n'a pas de réelle décision à prendre. Sa présence à Douala 5 ne serait donc favorable à personne d'autre qu'Elections Cameroun. Jouant au téléphone, Richard Fegouan s'est montré indisponible. Il n'a donc pas pu s'exprimer sur la question. Pour information, l'article 17 infine du... Dans le reste de l'actualité, la réunion préparatoire de la 52e édition de la fête de la jeunesse est tenue ce jour à Douala dans les services du gouverneur. C'était une occasion pour les autorités de présenter aux hommes et aux femmes des médias le service du gouverneur. C'était une occasion pour les autorités de présenter aux hommes et aux femmes des médias l'intégralité du programme de l'édition 2018 de la fête de la jeunesse et des différentes innovations permettant aux jeunes de célébrer ce moment durant la fête de la jeunesse prévue entre le 6 et le 11 février 2018 au Cameroun et sur l'ensemble du territoire national. À présent, je vous propose de suivre le délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique qui revient sur quelques innovations. Nan Terrestra Jacques s'exprime au micro d'Equinox Télévision. S'agissant de la célébration de la 52e édition de la fête de la jeunesse dans le littoral, la première chose c'est que le littoral a le privilège, après 10 ans, d'avoir le lancement national par Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, accompagné de ses collègues partenaires de la promotion de la jeunesse dans les différents programmes d'appui aux jeunes. Cela est prévu les 4 et 5 février respectivement
dans l'ONCAM à Yabassi et à Yingui. C'est un privilège et à ce jour, la jeunesse de Yabassi, la jeunesse de Yingui et celle du littoral, niveau universitaire, secondaire, éducation de base et mouvement association de jeunesse sont mobilisés pour que ce lancement connaisse un succès éclatant. Tout ce qui est spécifique, c'est le village pionnier qu'il espère inaugurer à Yingui, la ferme pilote aquacole de deuxième génération qu'il souhaite laisser comme antenne dans l'arrondissement de Yingui. La traditionnelle semaine de la jeunesse dans le littoral, elle s'étale désormais sur 11 jours et baptisée la onzaine dans le littoral. Elle s'étale désormais sur 11 jours et baptisée la onzaine. Et pour le littoral, nous avons mis un accent dans ce qui est cher aux jeunes, la problématique de l'insertion socio-économique des jeunes et la campagne d'éducation civique, sans oublier la santé. Dans l'escale internationale, après le dialogue politique, où en est le projet de réforme constitutionnelle initié au Gabon? Élément de réponse avec Eric Ouattat et Eric Martial Diomo. Sur les 213 députés, sénateurs réunis au Parlement gabonais pour adopter cette nouvelle constitution, 197 ont voté pour, 14 contre et 2 se sont abstenus. Une écrasante majorité du Parti démocratique gabonais qui est en fait une logique puisque c'est le parti au pouvoir. Cette nouvelle constitution est en grande partie la résultante des résolutions du dialogue national inclusif tenu au milieu de l'année 2017. Une quarantaine d'articles ont été modifiés dans l'ancienne constitution pour former cette nouvelle. Parmi eux, l'article 8 qui garantit désormais une immunité au président de la République après ses fonctions. L'article ajoute qu'il ne peut être ni poursuivi, ni recherché, ni encore jugé. L'article 9 aussi qui stipule que le président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés pour un mandat de 7 ans. Alors que certains s'attendaient à une limitation de mandat, l'article ajoute simplement que le président est rééligible. Autre nouveauté de cette constitution, on note le fait que l'élection présidentielle sera désormais à 2 tours et non plus à un seul comme par le passé. La prestation de serment devant le chef de l'État de tous les cadres nommés au sein de la haute administration du Gabon est perçue par l'opposition comme une incongruité, opposition qui crie désormais à la monarchisation du pouvoir. C'est la 7e constitution au Gabon depuis l'avènement du multipartisme à la monarchisation du pouvoir. C'est la 7e constitution au Gabon depuis l'avènement du multipartisme en 1991. La nomination d'un nouveau président à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité olympique et sportif du Cameroun suscite de vives réactions dans les milieux du football. Certains y voient une manœuvre du colonel Ahmad Kalkaba Malboum pour protéger des responsables de la FECAFOOT qui étaient sous le coup d'une procédure diligentée par l'ancien président de la CCA. D'autres, par contre, estiment qu'il fallait ramener l'orthodoxie au sein de cette chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité olympique et sportif du Cameroun. Des précisions avec Joël Essengue et Aïk Cyril. Joseph-Marie Bipum-Woum est le nouveau président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. La décision du colonel Ahmad Kalkaba Malboum, qui nomme l'ancien ministre, est saluée par les pro-FECAFOOT. Le président du comité national olympique a bien fait de siffler à la fin de la récréation parce que tout le bordel que notre mouvement sportif connaît aujourd'hui, c'est en partie à cause du mauvais travail fait par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Les anti-FECAFOOT, pour leur part, dénient au président du Comité national olympique et sportif du Cameroun la qualité de prendre une telle décision. Les présidents des fédérations n'ont plus de mandat depuis plus d'1 an et la charte olympique mondiale est claire. Après les Jeux olympiques, chaque pays a 3 mois pour réorganiser son olympiade. Au Cameroun, les présidents des fédérations n'ont pas de mandat depuis plus d'1 an. Or, ce sont ces présidents des fédérations qui constituent l'Assemblée générale qui votent le président du Comité national olympique. Donc, au Cameroun, il n'y a plus de président du Comité olympique. Pour enfoncer le clou, il cite la récente suspension
du colonel Kalkaba. Pour enfoncer le clou, il cite la récente suspension du colonel Kalkaba Malboum par l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. M. Kalkaba est suspendu par l'Acte Noir. Il a interjeté appel auprès du TAS, ce qui veut dire que lui-même a acté sa suspension. L'appel n'est pas suspensif. Quand M. Kalkaba reconnaît, il prend acte de sa suspension au niveau de l'Acte Noir et interjette appel auprès du TAS, ça veut dire qu'il doit se mettre d'abord en retrait. Pour revenir à ce qui les enchante, les pro-FECAFOOT font savoir que la CCA avait outrepassé ses missions. La Chambre de conciliation d'arbitrage ne faisait plus un travail d'arbitrage ni un travail de conciliation. C'était plutôt un travail de règlement de compte et j'en suis même arrivé à penser à un moment donné que cette instance pratiquait plutôt de l'injustice au lieu de pratiquer la justice. Le changement d'homme à la tête de la Chambre de conciliation et d'arbitrage entraîne la suspension d'une procédure pendante et qui vise certains membres de la FECAFOOT. Il est clairement dit que les affaires pendantes sont suspendues jusqu'à la mise en place de la nouvelle équipe. Le nouveau président de la Chambre de conciliation d'arbitrage, le professeur Joseph-Marie Bipoun-Woum, a reçu également mandat de proposer la liste des conciliateurs et des arbitres au Comité national olympique qui va donc les nommer. Donc tant que cette nouvelle équipe n'est pas nommée, tous les dossiers qui sont pendants seront suspendus. Mais en face, on y voit un vice de procédure. M. Kalkaba n'a pas le pouvoir de dissoudre tout un tribunal et de surcroît suspendre les audiences dans un tribunal. C'est extrêmement grave et c'est très gros. Il dit bien que le président est nommé et lui propose 10 membres. Ça veut dire que la Chambre est fermée actuellement. La Chambre ne fonctionne plus et les audiences sont suspendues. En nommant un nouveau président à la tête de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun a plutôt remué le couteau dans la plaie. Les débats national olympique et sportif du Cameroun a plutôt remué le couteau dans la plaie. Les débats dans les prochains jours s'annoncent houleux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission Regard social présentée par Éric Fernand Kouamo. Bonne soirée sur cette même antenne. Une des solutions envisagées par le gouvernement... désormais relevé du passé. Une des solutions envisagées par le gouvernement, c'est l'ouverture à la concurrence de cette activité de collecte et de traitement des ordures ménagères. Cependant, la matérialisation de cette économie circulaire est encore floue. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain préfère inviter les populations à faire preuve de civisme dans la gestion des ordures ménagères. Reportage, Élisée Borba et Marcelin Gransop. Cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute. La concurrence va bientôt arbitrer les prestations dans le secteur ô combien sensible de la collecte, du ramassage et du traitement des ordures ménagères. C'est d'actualité. Ça ne peut souffrir d'aucun point d'ombre. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le délégué du gouvernement a déjà préparé des dossiers d'appel de vous dans ce sens. Le ministre des marchés publics est en train de prendre des dispositions, mais l'appel à la concurrence ne veut pas dire qu'on ferme, n'est-ce pas, la concurrence à celle qui est déjà là. Au contraire, nous pensons que Isakam, qui est déjà installé, devrait prendre des dispositions. Et c'est même une bonne chose, parce que l'appel à la concurrence demande de se remettre en cause. En attendant que d'autres entreprises se jettent à l'eau pour le bonheur des populations, ces dernières sont appelées à jouer leur partition, afin que les efforts qui sont faits en ce moment ne restent pas vains. Il s'agit pour tous de s'inscrire à l'école du civisme, où le désordre n'a pas sa place. Il faut qu'on essaye de comprendre qu'il faille jeter les ordures là où c'est prévu. Nous avons vu également au niveau des marchés où il y a encore un peu de désordre. Les prescriptions ont été données. Je pense que dans les semaines à venir, les jours à venir, on trouvera des solutions. C'est-à-dire que les bacs à ordures que nous mettons en route, que ce soit les bacs en plastique ou que ce soit les bacs métalliques, c'est un oublié urbain. Et en route, que ce soit les bacs en plastique ou que ce soit les bacs métalliques, c'est un mobilier urbain. Et il n'est pas bien que ce mobilier soit vandalisé. Vous avez constaté vous-même que certains de ces bacs étaient en feu. Quand ils sont en feu, c'est une perte, déjà pour le niveau de propriété de la ville.
Maintenant, je crois que c'est pour les inviter à un peu plus de civisme, qui versent les ordures dans les bacs. Les camions sont disponibles pour pouvoir les collecter et ça aidera à ce que la ville soit maintenue dans un état de propriété permanent. Des efforts sont également attendus de la part des pouvoirs publics en termes d'aménagement et de multiplication des bacs à ordures, ainsi que d'autres facilités. Il ne faut pas seulement attendre quand la concurrence est là pour dire que maintenant on va faire ceci, cela, et la ville sera propre. Si les mêmes problèmes qui ont été à l'origine des problèmes des ACAM sont là, les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'espère qu'on se comprend. La salubrité est une affaire de tous. L'État au premier chef, mais les populations aussi. Je vous le disais en titre, l'opposition crie au scandale après l'affectation de certains agents de l'ECAM dans des circonscriptions électorales où des soupçons de conflit d'intérêts viennent d'être révélés avec des potentiels candidats du parti au pouvoir aux prochaines échéances électorales. S'agit-il d'une simple coïncidence ou des manœuvres de favoritisme? Comment de telles affectations ont pu être effectuées au sein de l'ECAM? Cela pourrait-il entamer le processus électoral et la transparence dans l'enregistrement des électeurs et la distribution des cartes et l'organisation des prochaines échéances électorales? Élément de réponse dans cette enquête signée Mitterrandam et Keddiara. C'est dans ce courrier datant du 16 janvier 2018 et adressé au délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral que Carlos Ngoualem, adjoint au maire de la régionale d'Elections Cameroun pour le littoral que Carlos Ngoualem, adjoint au maire de la commune électorale de Douala 5, dénonce ce qu'il considère comme un risque de partialité grave de Dame Feu Gouan, Nendoufon Solange, élément de l'ECAM qui exerce désormais au sein de l'antenne communale de Douala 5, la même que son époux politicien. A été affectée à l'antenne communale de Douala 5e où elle est en charge des inscriptions sur les listes électorales. Et au moment où nous abordons le démarrage des inscriptions sur les listes électorales avec la distribution des cartes d'électeurs et dans la perspective des consultations électorales qui sont prévues en 2018, nous avons jugé cette affectation scandaleuse. En effet, la concernée n'est nulle autre que l'épouse de Feu Gouan Richard, le président de la session RDPC Voré 5 et par ailleurs ancien, mais certainement nouveau candidat aux échéances de 2018. Ce qui pourrait, à en croire Carlos Ngoualem, amener tout observateur à douter de la neutralité de cette dernière dans l'exercice quotidien de ses tâches. Je ne comprends pas comment l'épouse d'un président de section RDPC, ancien candidat de ce parti aux élections législatives à Vouri-Est et potentiellement candidat aux prochaines élections, est affecté dans une institution qui est en charge des inscriptions, qui est en charge de la distribution des cartes et qui va organiser les élections dans les semaines et les mois à venir. Donc, nous estimons que c'est une provocation, c'est une situation qui est inacceptable. Il demande donc à ce que Dame Feu Gouan soit mutée en dehors de cette circonscription. Nous avons adressé une correspondance au délégué régional de l'ECAM pour le littoral, qui est d'ailleurs en charge du redéploiement du personnel dans les différentes antennes, à l'effet de demander que cette femme soit affectée dans une autre antenne. Il n'est pas possible. Antenne, à l'effet de demander que cette femme soit affectée dans une autre antenne. Il n'est pas possible qu'elle exerce ses activités à l'ECAM à Douala 5e et à Douala 3, parce que ces deux circonscriptions électorales constituent le Vouri-Est, circonscription législative dans laquelle son mari est régulièrement candidat. Pour lui, cette affectation est symptomatique de l'absence de neutralité de l'institution en charge des élections au Cameroun. Voilà des situations comme ça qui montrent que l'institution en charge d'organiser les élections dans notre pays n'est pas crédible. Et c'est pour ça que depuis des années, le SDF s'est toujours battu pour la... d'être réglé. Du coup, Yaoundé a renoué avec la propreté. C'est le constat que font Élisée Bogba et Marcelin Gansop dans ce reportage. C'était il y a encore quelques jours. Des tas d'immondices dictaient leurs lois au centre-ville et dans quasiment tous les quartiers de la capitale. Aujourd'hui, ce spectacle désolant a cédé la place à un regain de salubrité. Ici,
au lieu dit Biémassi-Lac, devenu tristement célèbre ces derniers mois. Les montagnes d'ordures, qui étaient allées jusqu'à couper la chaussée en deux, ont disparu. Les populations poussent un ouf de soulagement. Oh, malade, oh, papa, malade. Malade, je vous dis, les mouches, les moustiques. Je dis que les ordures étaient ici, tu passais, on ne voyait pas ta tête. C'est ici, là. On a mis le feu. Je suis allé chez les sapeurs-pompiers. J'ai supplié, ils sont venus éteindre le feu parce que le feu allait prendre la maison. Ça allait prendre haute tension avec les roues. Il en est de Biémassi-Lac, comme des marchés Mendon et Toudi, ainsi que des principales rues et des quartiers de la capitale, visités ce jeudi. Yaoundé revit grâce au redéploiement de la société Isacam, dont l'État a réglé à hauteur de 6 milliards une partie de sa dette, estimée à 13 milliards de francs CFA. Pour une partie du paiement qui nous a permis de payer nos fournisseurs, qui nous a permis d'éloigner du matériel qui était bloqué depuis longtemps au port, les fournisseurs, qui nous a permis d'éloigner du matériel qui était bloqué depuis longtemps au port, les pieds détachés, et ça a eu pour conséquence d'améliorer la disponibilité de nos camions. Et vous avez constaté, comme tous ceux qui aujourd'hui font ce tour, que la ville de Yaoundé a repris les couleurs. Donc nous sommes disposés à travailler à mesure que toutes les parties jouent pleinement leur rôle. Et donc si tout est mis en place, il n'y a pas de raison que la ville retombe dans les travers. Le tour de ville a permis au ministre de l'Habitat et du Développement urbain qu'accompagner la secrétaire d'État et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé de s'assurer que le ramassage des ordures est effectif et que Yaoundé, ville poubelle, redevient peu à peu Yaoundé la belle. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est prescrit au gouvernement, conduit par le Premier ministre, d'élucider ce problème et de trouver des solutions. Et nous avons commencé des réunions sous la coordination du Premier ministre et nous avons été instruits avec le ministre des Finances de trouver les voies et moyens pour résorber ce problème de propriété dans ces villes. Nous avons fait le tour avec vous et nous avons constaté qu'il y a un embelli. Il y a encore quelques poches, nous les avons vues et le délégué du gouvernement en liaison donc avec Isacam trouvera des solutions pour résoudre ce problème de bac à ordures, un peu également de problème de sites où il y a également des aménagements à faire. Les populations espèrent qu'avec cette reprise en main de la situation, rien ne sera plus comme avant et que l'image des rues jonchées d'ordures va désormais relever du passé. Selon les riverains, cet entrepôt à la légalité douteuse rejette des effluves nocives. Depuis plusieurs années, on vit vraiment dans un calvaire terrible. Ces odeurs-là, ça devient impossible. Ça rentre dans nos maisons, dans nos jardins, dehors, on ne peut plus s'asseoir dehors. Donc nous autres, on est toujours malades, on se demande si ce n'est pas à cause de tous ces odeurs d'acide là. Tout est réuni pour nuire à la santé. Ma maman, elle a attrapé une bronchite, elle se retrouve actuellement à l'hôpital. Moi, deux fois la nuit, il m'arrive d'avoir envie de vomir à cause de ces odeurs-là. Chaque jour, des camions viennent ici. Il m'arrive d'avoir envie de vomir à cause de ces odeurs-là. Chaque jour, des camions viennent ici s'y approvisionner sans être inquiétés. Depuis environ 2 mois, à ma connaissance, ils viennent à 20h, ils sont là, ils entrent à 19h, même pas plus tard que samedi. J'ai vu un des camions citernes sortir, entrer du quartier et ressortir aux environs de 21h. Hier, il y en avait à 14h. Aujourd'hui, présentement, vous pouvez aller à côté pas loin de l'entrepôt, vous les verrez. Donc, actuellement, ils y entrent le matin, la nuit, à des heures normales. Conscientes des risques de cette activité qu'elles qualifient d'illégale, les populations de Sodiko disent avoir interpellé plusieurs fois les autorités compétentes. Ces tentatives sont restées lettres mortes. Nous avons essayé en tant que citoyens conscients d'interpeller les autorités à ce sujet. Nous avons fait une première pétition avec quelques familles que nous avons déposées chez le gouverneur, chez le préfet
au ministère de l'Environnement et même chez le sous-préfet. Nous avons attendu rien du tout. Donc voilà, nous pensons qu'il y a lieu de se bouger pour que cette situation soit réglée à l'immédiat. Face à ce mutisme, elles craignent le pire. On a un trafic de pétrole en pleine zone résidentielle. Et c'est très grave. N'oublions pas que la paix sociale est en danger dans notre quartier. On a eu un premier SAM et il y aura un deuxième SAM si on laisse les choses traîner. On a un trafic de pétrole en pleine zone résidentielle. Et c'est très grave. N'oublions pas que la paix sociale est en danger dans notre quartier. Cette pollution risque d'impacter sur la santé. Et en danger dans notre quartier. Cette pollution risque d'impacter sur la santé des populations et l'environnement. Vous avez eu du mal à respirer dans la cité capitale, la faute aux odeurs nauséabondes qui se dégageaient des montagnes d'ordures ménagères. Durant des semaines, voire des mois, il n'y avait aucune action de ramassage et de collecte de ces déchets. Aujourd'hui, on est fixé sur les raisons de l'interruption de ces opérations de salubrité. Le gouvernement n'avait pas encore réglé la dette due à l'entreprise d'hygiène et de salubrité. Une partie de la Doise vient... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'opposition crie au scandale après l'affectation de certains agents de l'ECAM dans des circonscriptions électorales où des soupçons de conflit d'intérêts ont été révélés avec des potentiels candidats du RDPC aux prochaines échéances électorales. S'agit-il des manœuvres de favoritisme? Comment de telles affectations ont pu être effectuées au sein de l'ECAM? Quelle est la réaction de l'instance électorale? C'est l'enquête du 20h à suivre dans ce journal. La nomination d'un nouveau président à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité olympique et sportif du Cameroun suscite de vives réactions dans les milieux du football. Certains y voient une manœuvre du colonel Ahmad Kalkaba Malboum pour protéger certains membres de la FECAFOOT. D'autres saluent le retour à l'orthodoxie. Des réactions croisées à suivre dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce scandale écologique qui continue de défrayer la chronique dans la capitale économique du Cameroun, des déchets industriels déversés dans la nature et qui perturbent le quotidien des populations. Une usine où il y a une manipulation dangereuse des produits pétroliers, usine installée en plein cœur d'une cité résidentielle dans le 4e arrondissement de Douala, malgré les plaintes des populations, malgré les risques élevés d'explosion. 4e arrondissement de Douala, malgré les plaintes des populations, malgré les risques élevés d'explosion, ces pratiques se poursuivent à ciel ouvert sous le regard silencieux des autorités locales. Reportage Warren Zede et Julienne Berthe-Bissaille. Sodiko, en plein cœur de Bonaberry, n'est désormais que l'ombre de lui-même. Ce quartier résidentiel, jadis paisible pour ses populations, est aujourd'hui sous l'ombre d'une menace. Il se passe que depuis pas mal d'années, nous vivons avec un entrepôt de stockage de produits pétroliers aux alentours de nos maisons. Et nous constatons qu'il y a des camions-citernes qui entrent au quartier, de jour comme de nuit, pour venir s'y approvisionner. Donc c'est tout à fait évident que nous sommes en danger parce que si jamais il y a un incident ou un accident dans cet entrepôt, nous n'imaginons pas ce qui pourrait se produire. Surtout qu'il s'agit d'un liquide inflammable, le pétrole.
À l'intérieur de cette usine d'un autre genre, l'on peut voir des cuves contenant le liquide inflammable, une cheminée par laquelle s'échappent les odeurs nauséabondes, des citernes rattrapées par l'usure du temps et des employés qui se livrent à la tâche.